Déjà 1 an. Le temps passe. Oui, le meilleur, c'est que nous sommes à son bras. Vous semblez fatigué, mon ami. Non. Hors donc, il y aurait 1 an. Que je quittais Paris pour aller voir mon frère à Chamron. Il y a un quart d'heure que nous sommes sur le sujet. Enfin, vous voici de retour. 1 an déjà. Tiens donc. Si le pape me sanctifie un jour, je le devrai à notre conversation, mon ami. Voulez-vous ramasser mon film, je vous prie? Merci. 1 an. Et vous ne vous êtes pas ennuyé loin de moi. Je me suis ennuyée loin de vous, mon ami. Mais pas de vous. Je ne m'ennuie jamais d'un homme. Je m'ennuie de la vie et c'est bien pire. Merci beaucoup, madame. En votre absence, on vous prête des sentiments que seule votre présence parvient à effacer. J'ai le goût de la vérité. Il me coûterait de la dire à demi, mais vous savez cela. Vous ne la dites qu'à demi quand elle peut faire plaisir. Oui, je le sais, ouais. Comment est la campagne à Chamron? Elle m'a fait du bien. Non, on y vit en tout cas le corset moins serré qu'à Paris. Comment? Le corset moins serré à la campagne. Et vous avez aimé le paysage? Je préfère le voir en peinture. En fait, je m'en suis aperçue là-bas. Il n'est que dans la conversation que j'apprécie le naturel. Et au moins vous dormîtes bien chez monsieur votre frère. À merveille. On s'ennuie tellement en famille. À 8 heures du soir, j'avais l'impression qu'il était 4 heures du matin. Et Gaspard me donnait l'exemple. Quand il n'est pas à table ou à la chasse, il est au lit. Avec sa femme? Ah, elle est si grosse qu'il lui faudrait toute une nuit pour en faire le tour. Et qu'il arriverait sur les genoux au terme du périple. Ah, je le vois s'endormant en chien de fusil auprès de son épouse. Oui, en chien de fusil. N'est-il pas grand chasseur? Si je n'avais pas rencontré cette jeune personne à Chamron, je crois que je serais tombée dans ce genre d'esprit, mon ami. Vous avez dit une jeune personne? Exquise. Elle m'a fort distraite. Sans sa compagnie, je n'aurais pas pu tenir plus de quelques jours en famille. Ah oui, cette jeune personne. Je ne vous en ai rien dit encore. Pourquoi? Je lui ai promis le silence. Elle est dans une situation un peu plus étrange. Et la discrétion me commandait. Oh, oh. Née sous l'auspice de l'amour et du malheur. Ah, ah. Puis-je vous demander le secret sur cette affaire? Ah, j'en serai le tombeau, madame. Eh bien voilà. Gaspard, mon frère, le maître de champ, Oui, Gaspard de Vichy, le chasseur, votre frère. a eu jadis la comtesse d'Albon pour maîtresse. Une d'Albon de Saint-Forgeux? Oui, une vieille famille du Dauphiné. Elle était séparée de son mari quand elle rencontra Gaspard, qui lui fit une fille, prénommée Julie, qu'il ne reconnut pas et à laquelle on donna le nom de l'Espinasse, une terre depuis longtemps dans la famille des Albons. L'enfant fut tendrement élevé par sa mère avec ses enfants légitimes. Et puis, lorsque la petite eut 7 ans, Gaspard se maria. Et devinez avec qui? Avec la comtesse d'Albon devenue veuve. Oh là, vous donnez dans la facilité, monsieur. Non, avec Diane d'Albon, la fille aînée, elle, légitime de sa maîtresse qui perdit son amant, de ce fait tout en trouvant un gendre. Jour de Dieu! Du coup, Julie se retrouva avec la belle-fille de Diane, sa demi-sœur, épouse de Gaspard. Comment? Je vous dis que la demi-sœur de Julie devint sa belle-mère. Vous me suivez? D'un peu loin, mon ami. Et ce n'est pas tout. Belle-fille de sa demi-sœur, elle devint en même temps belle-sœur de son père, puisqu'il avait épousé sa demi-sœur. Diantre! Ah, il ne faut pas être distrait, je sais. Moi-même, quand je récapitule. Enfin, je ne voulais que vous donner l'idée de la position compliquée de cette jeune fille au sein de sa famille. Je devrais dire ma famille. Gaspard étant mon frère, sa fille est donc ma nièce. Oui, là, je m'y retrouve. Une nièce bâtarde, puisqu'elle est fille illégitime.
mais néanmoins aimable. À la mort de sa mère, la comtesse d'Albon, Julie avait alors 16 ans. Elle fut recueillie par Gaspard. Son père, le chasseur. Et devint naturellement la gouvernante des fils de la maison. Donc, attendez que je m'y retrouve tout seul. De ses neveux. De ses demi-neveux par Diane, sa demi-sœur. Ou de ses demi-frères par Gaspard, puisque Julie et ses enfants avaient le même père. Oui, bon. Enfin bon, laissons ça. Toujours est-il que cette jeune fille avait dans sa famille une position si de guingois, si subalterne, qu'elle songeait, lorsque je fis sa connaissance, à ensevelir sa jeunesse sous le linceul épais du cloître. Oh. Le couvent des Chazeaux, à Lyon, lui avait déjà entrouvert sa porte. Elle allait en franchir le seuil lorsque je la retins par la robe. Oh, me laissez. Moi, je ne sais pas pourquoi je fais ces nœuds. En fait de nœuds, ceux qui se sont formés dans ma famille ont de quoi m'occuper suffisamment. Mais cette jeune fille dont vous m'avez parlé, que vous tirâtes par la robe, à Lyon, dans un couvent. Sur le seuil du couvent. Je vous ai dit que j'étais arrivée à temps pour la sauver de la religion. Dieu merci. Je crois, monsieur, que votre oreille est aussi gâtée que ma vue. À propos de ma vue qui ne s'arrange pas, je vous ai dit souvent qu'il me fallait auprès de moi quelqu'un. Oui, vous me le dites souvent, une lectrice. Je l'ai trouvée. La jeune fille de Lyon que vous sauvâtes par sa robe. Elle-même, ma nièce, par la main gauche. Il est bien entendu, monsieur, que vous serez le seul à savoir notre parenté. Pour tout le monde, elle sera une demoiselle de ma province qui veut se faire nonne et à laquelle j'ai offert le logis, en attendant qu'elle eût trouvé le saint lieu qui l'accueillera. Oh, j'ai horreur des clabauderies. L'irrégularité de sa naissance ne peut que les encourager. Mais vos amis, vos vrais amis devront bien finir par savoir un jour. Je veux les amener par degrés à la voir établie chez moi. Mais ne brusquons pas les choses. Elle est bâtarde, il faudra toujours... Il sera toujours temps qu'on l'apprenne, n'est-ce pas? Hélas, la pauvre jeune fille. Oh, elle n'est pas à plaindre. Elle, au moins, elle aime la vie. Je n'ai jamais aimé la vie comme elle l'aime. Oui, mais quand on est obligé d'oublier qui l'on est, croyez-vous que l'on puisse être heureux? Je veux l'amener petit à petit à la voir intégrée chez moi, et puis elle sera très bien ici, n'est-ce pas? Oui. Et puis, je traiterai son amour-propre avec délicatesse. Elle sera bien mieux ici que dans une cellule, nous sommes d'accord. On peut parfois y entendre la voix de Dieu. Peut-être en prêtant bien à l'oreille. Mais s'il parle parfois, avez-vous remarqué qu'il ne répond jamais? Sa nature, il monologue par essence. On ne le supporterait pas dans un salon. Madame, voilà que vous rejoignez les philosophes. À cette différence qu'ils n'ont donné congé à Dieu que pour dire la messe à la philosophie. Moi, je ne suis dévote à rien. Je n'ai aucun besoin de croire. Et si les gens allaient penser qu'elle était votre fille? Mademoiselle de l'Espinasse? Oui, une fille naturelle, élevée en secret à la campagne et reprise chez vous, devenue grande lettre. Je ne m'en défendrais qu'en souriant. Vous donneriez à penser. Oh, rien, mon ami. Les gens pensent d'eux-mêmes avec entrain sur ce genre de sujet. D'autant que l'on sait à la cour que ma jeunesse n'a pas toujours été modèle. Corbleu, que cette histoire est romanesque. Mademoiselle de l'Espinasse, j'en suis persuadée, va vous plaire. Elle est tout mon contraire. Accorte et tendre, et prête à croire tout ce qu'on propose à son imagination. J'ai grand hâte de la connaître.
Eh bien, considérez la chose en bonne voie. Mademoiselle? Entrez, mademoiselle, on veut vous voir. Dieu du ciel, elle était donc ici. Mon vieil ami, le président Hénaud, mademoiselle de l'Espinasse, qui veut bien me servir de lectrice. Madame du Défend m'avait dit de vous que vous étiez... Oh, mais elle est restée en dessous de la vérité. Merci, monsieur. Vous me faites beaucoup d'honneur. Quel est ce bruit? Un bruit? Mais ce sont vos genoux qui craquent. Cela fait des années que je conseille au président d'aller prendre les eaux à Forges. On y guérit de tout. Surtout de ce que l'on n'a pas. En 42, j'y suis allée avec la Pékini. Mais vous n'aviez rien. Si, je m'ennuyais chez moi. À propos de la Pékini, savez-vous qu'elle vient de trépasser? Je l'ai appris. Après la mort du duc de Chaulnes, n'avait-elle pas convolé avec un certain magistrat nommé, je crois, Gillac? Un homme qui l'aida à gagner le procès qu'elle avait intenté à son propre fils et qu'elle crut bon d'épouser en guise de remerciement. Mais il n'avait aucun esprit et elle s'en lassa promptement. Quand elle fut à son dernier moment et qu'on vint l'avertir que Gillac se trouvait à côté et qu'il voulait la voir, avez-vous su ce qu'elle lui fit dire? Qu'il attende, il entrera avec les sacrements. Madame du Défend peint les gens avec un tel art qu'il semble plus vrai que nature. Julie, commencez-vous? Je crois, madame, que vous avez le tact assez fin pour ne souffrir jamais quelque affectation que ce soit. Mademoiselle, avec votre permission, je vous répéterai le tact assez fin pour souffrir et non pour ne pas souffrir. Quelque affectation que ce soit. Et maintenant, mademoiselle, aurez-vous la bonté de nous lire la lettre de monsieur de Voltaire qui est arrivé ce matin? Oui, madame. Je vous félicite, madame, vous et monsieur le président Hénaud, de vivre souvent ensemble et de vous consoler tous les deux des sottises de ce monde par les agréments délicieux de votre commerce. Il est, me dites-vous, un peu sourd. Comment? Et c'est bien triste d'être sourd pour un homme qui vit avec vous. Je vous plains moins de n'y voir plus. Pour moi, j'en suis réduit à l'état d'Abélard. Mais malheureusement, je ne peux pas goûter la consolation de vous dire c'est avec vous que j'ai perdu le peu que je regrette. Allez, mademoiselle. Il me reste cependant la consolation de voir verdir mon herbe et croître mes moissons. Je vous demande bien pardon, madame, de vous parler ainsi d'un plaisir qu'on goûte avec les yeux, vous qui ne connaissez plus que ceux de l'âme. Je vous trouve admirable de soutenir si bien votre état. Vous jouissez au moins de toutes les douceurs de la société. Il est vrai que cela se réduit presque à dire son avis sur les nouvelles du jour. Il n'y a que les goûts et les passions qui nous soutiennent dans ce monde. Vous mettez à la place de ces passions la conversation et la philosophie. Et moi, madame, j'y mets le tendre et très respectueux attachement que j'aurai toujours pour vous. Je souhaite à votre ami la santé et je voudrais qu'il se souvienne un peu de moi. Le galant homme. Comme vous lisez bien, mademoiselle. Il n'y a pas de mérite avec une si belle lettre. Je suis charmé. Et je vous l'avais prédit, monsieur. Madame, vous êtes si bonne. Eh bien, on me l'aura dit au moins une fois dans ma vie. Ah, je crois qu'il serait temps de passer au salon. Nos amis ne vont plus tarder. Eh bien, mademoiselle, que se passe-t-il? Vous semblez toute pâle. Je suis intimidée, madame. Oh, elle est charmante. Il y aura beaucoup de monde. Une douzaine de personnes, mais rien que des habitués. À part monsieur Turgot, que vous avez tout récemment fait nommer maître des requêtes au Parlement, et qui vient pour la première fois.
Et ce vicomte, un Anglais, monsieur de Taff, qui est de passage à Paris. Ne vous tourmentez pas, ma reine. Il vous suffira d'écouter et de sourire finement à ce qu'on vous dira. Car ce ne peut être qu'aimable. On ne vous en demandera pas plus pour aujourd'hui. Je serai près de vous, madame. Juste un peu en arrière de mon fauteuil. Ainsi, je vous protégerai des questions trop indiscrètes. Allons, monsieur, votre bras, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas de sourire. De me conduire à mon fauteuil. Oui, pardonnez-moi, madame. Mis à part d'Alembert, qui vient à peu près chaque soir, je les reçois 2 fois par semaine. Et je les retrouve souvent à souper chez des amis. Je ne puis me passer d'eux plus de 3 jours. Comme je vous comprends, madame. À écouter leur conversation, il me semblait un peu que leur intelligence était devenue mienne. Oui, à les écouter, je m'en estimais davantage. Et sans l'avoir appris, Julie, vous écoutez très bien. C'est un très bon début. Nous allons très bien nous entendre. Oui, madame. Je suis lasse ce soir. Et je le sens bien, ce n'est pas encore cette nuit que je peux espérer le sommeil. Oh, quel supplice que la nuit blanche! Elle allonge la vie de la plus vilaine façon. Voulez-vous que je vous prépare une tasse de thé? Oui, et causons un peu. Que dites-vous de ce monsieur de Taff? J'ai cru vous entendre sourire à certains de ses mots. Entendre sourire? Oui, puisque vous n'avez pas ri quand il vous a parlé si galamment. J'en ai conclu que vous lui avez au moins fait un sourire. Il est vrai que je l'ai trouvé fort aimable. Non, il l'est très certainement. Et ce monsieur Turgot, que vous a-t-il semblé de ce monsieur Turgot? Il m'a paru honnête et fort préoccupé du bien public. Un songe creux. Tout ce qu'il a dit des réformes qu'il voudrait voir s'opérer m'a paru du dernier chimérique. Et encore a-t-il gardé pour lui le meilleur que m'a confié d'Alembert. Figurez-vous qu'il veut faire payer l'impôt par tous, rêve de libérer les colonies et prétend enjoindre à la cour de moucher ses chandelles. Et notre ami d'Alembert qui applaudit à ses calembredaines. Monsieur d'Alembert. Il vous a plu? Quel bon ami il doit être pour vous, madame. Oui, le meilleur. Si savant et si simple. Il vient de refuser par modestie et par esprit d'indépendance la présidence de l'Académie de Berlin que le roi Frédéric lui proposait. Je n'en suis pas surprise. Je vois qu'il vous a plu. Qu'il soit votre meilleur ami suffirait à me prévenir en sa faveur. Un enfant naturel trouvé sur un parvis d'église qui dut se former tout seul, mais dont la carrière a besoin d'être aidée. Je m'y emploie. Oh, s'il ne soutenait pas que l'homme est libre, il ne manquerait rien à son esprit. Vous ne pensez pas qu'il le soit? Libre? L'homme? Il ne l'est même pas de dormir quand il veut. Mais si l'homme pouvait... s'il pouvait se libérer, estimeriez-vous que ce serait un bien? Les hommes craignent en secret d'avoir à décider d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'un Dieu, d'un souverain, d'un système de loi. Vous n'êtes pas de mon avis? Je ne sais pas, madame. Hormis le président Hénaud, qui ne dit rien sur le sujet et n'en pense pas plus, tous les gens qui fréquentent ici
en tiennent pour la liberté humaine. Eh bien, vous allez avoir du succès auprès de nos amis, mademoiselle. J'aimerais tant vous faire honneur, madame. Monsieur le président Hénaud a été très aimable avec moi. C'est qu'il s'est toujours appliqué à plaire aux dames. Une habitude dont un homme ne se défait pas aisément. La génération nouvelle est moins portée sur le déduit et on ne voit aucun de nos amis dont vous ayez à espérer grands frais. Ils ne courtisent assidûment que les idées. Mais ce sont d'elles, justement, que vous avez à craindre. À craindre quoi? Une affectation de pensée qui nuirait à votre naturel. Méfiez-vous de la philosophie, mademoiselle. Elle incite à avoir des lumières sur tout, et c'est d'une pédanterie fâcheuse. Mais cependant, vous recevez les philosophes. J'apprécie leur compagnie parce qu'ils sont intelligents, et que l'intelligence est bien le dernier trait dont on se lasse chez un homme. Ils ne pensent donc pas comme il faut, selon vous? Ils pensent noblement, mais de travers. Est-il donc interdit de s'indigner du mal qui se fait en ce moment? Je crois que vous êtes déjà tout imprégné de la pensée de nos amis. Revenez à Montaigne, mademoiselle. Il lave des opinions. On a l'esprit débarbouillé quand on sort de Montaigne. Je l'ai lu, mais... Mais pour vous, c'est une vieille lune. Est-ce un péché, madame, que de s'intéresser aux écrivains de son époque? J'ai grâce à vous la chance de pouvoir connaître et admirer certains hommes qui survivront dans la mémoire des siècles. Allez-vous me le reprocher, madame? Oh, je ne vous fais aucun reproche, Julie. Apprenez seulement à vous méfier de ces doctes qui prétendent penser pour vous. Et ne me remerciez de rien. Je ne fais jamais rien par bonté. Je serais enterrée dans un couvent, madame, si vous ne m'aviez tendu la main. Je vous dois le grand jour, une protection, peut-être des amis. Oh, l'amitié a besoin de temps. J'ai toute la vie, madame. Oh, toute la vie. Avec quel appétit vous le dites? Toute ma vie, moi, je me suis demandé pourquoi elle m'avait été donnée. Et moi, qui chaque jour rends grâce au ciel d'être sur terre, et d'avoir fait de vous ma protectrice et ma parente. Je vous ai demandé, Julie, de ne plus faire allusion à cette parenté, même entre nous. La réputation de ma famille est à ce prix. Vous devez oublier qui vous êtes. Je sais que vous y avez de la difficulté, mais je ne vous en aimerai que davantage. Pour moi, madame, je vous aimerais sans contrat, comme vous êtes. Eh bien, j'aurais jadis voulu qu'on me le dise, mais il n'est plus temps. À la cour du Régent, où j'ai vécu jadis, on riait des hommes de cœur. Le cœur n'était pas à la mode, alors ne servant plus, il se racornissait. J'ai eu 20 ans sous la Régence. À vous entendre, on ne peut pas penser que ce fût un bonheur pour une femme. À cette époque, on ne pensait pas au bonheur, mais au plaisir. Pas à l'amour, mais à la volupté. Tout était si facile aux hommes. Ah, il suffisait à n'importe lequel de dire 3 fois à une femme qu'elle était jolie, pour qu'elle le remercie à la première. Qu'elle le croie à la seconde. Et qu'elle le récompense à la 3e. Il nous fallait plaire à tout prix sous peine de n'être pas vus. Et c'était à la cour qu'il fallait l'être. Car c'était à la cour que les hommes, en nous désirant, pouvaient faire de nous un peu plus que nous-mêmes. Il ne s'intéressait pas à votre cœur, à votre esprit? Ils ne s'y intéressaient pas, mais pas du tout. Cependant, il fallait les amuser dès que nous étions sortis de leurs bras, sinon ils n'y revenaient pas. C'est ainsi que vivaient les femmes, jadis, à Versailles. À Versailles? Oui, à la cour. Paris n'était alors qu'une grande ville morte. Ah, il y avait la cour qui était à Versailles, et c'était à la cour que se passait, que se disait tout ce qui était important. Et maintenant, c'est à Paris? Oui, ma reine, à Paris, et ce sont nous les femmes qui tenons les salons.
La cour n'est plus qu'un soleil mort. C'est ici, dans les salons, que le pouvoir, le vrai pouvoir réside. Et les femmes qui en disposent peuvent se dispenser d'être jeunes et jolies. Quelle revanche pour vous, madame. Je ne sais pas comment je dois l'entendre. Je voulais dire... Je sais ce que vous voulez dire, Julie, oui. Je ferme ma porte à un homme, et le voici perdu. Très vite cela se saura, et désormais plus nulle part il ne sera reçu. Aucun salon n'en voudra plus. Il ne sera plus rien. Si vous pouvez exclure, je suppose que vous pouvez également... Faire une réputation, une carrière, eh bien oui. D'Alembert, qui me doit beaucoup, me devra beaucoup plus encore. Et ce n'est qu'un exemple. Oui. Je peux beaucoup. Mais pas dormir. Et c'est cela que je voudrais dormir. Dormir la nuit, toute la nuit, profondément. Je suis si fatiguée. Où êtes-vous? Ici, madame. Je crois que votre chambre est juste au-dessus de la mienne. Un demi-étage plus haut. Une très belle chambre, au soleil. Je n'en ai jamais eu de plus jolie. Très bien, j'en suis contente. J'avais besoin de vous avoir dans ma maison. La nuit, il y a tant de solitude et de silence. J'ai parfois l'impression... Oui, madame. Mais que je n'y suis plus. C'est déplaisant quand on y est encore. Puis-je quelque chose pour vous, madame? Être présente. J'ai besoin de votre chaleur, encore plus que de vos yeux. Personne n'en a eu besoin jusqu'à présent et je devenais pauvre. Je vous la donne avec reconnaissance. J'ai si grande envie de donner, madame. Et moi de recevoir de vous ce qu'on m'a toujours mesuré. Je crois que nous nous complétons, Julie. Vous manquiez à mon salon. Avec vous. Il sera sans concurrence. Je vous écouterai toute la nuit, madame. Oh, vous en seriez vite lasse. Je n'ai que de l'esprit. Une jeune personne comme vous ne peut s'en contenter longtemps. Allez vous reposer. Je souhaite que vous le puissiez aussi. Vous allez dormir tout de suite. Et c'est bien mieux ainsi. Très bonne nuit, Julie. Vous disiez? Je disais qu'il était partout à la fois, ce vicomte de Tarbes. Ils sont deux frères et ne sortant jamais ensemble, ils font voir double à tout Paris. Monsieur le duc de Luynes m'a dit que l'un d'entre eux, je ne sais plus lequel, avait soupé chez lui un de ces derniers soirs. Ce devait être Théobald. Et comment le savez-vous? Et c'est son frère qui me l'a dit ici même, madame. Ah. Et lequel des deux a récemment joué à Cavagnol chez la reine? Je crois que c'est encore Théobald. Il est omniprésent, Théobald. Ne serait-ce pas lui qui va venir ce soir? Ah non, ce soir c'est son frère qui va venir, son frère John. En êtes-vous bien sûr? Monsieur le Président est de moins en moins sûr de ce qu'il sait. Il en arrive même à douter de sa propre existence. Et il est assez convaincant dans ces moments pour nous communiquer ce doute. Je ne sais pas ce que je suis. Je ne suis pas ce que je sais. N'est-ce pas profond? Je suis l'auteur de cette pensée-là. Et je ne l'ai pas encore comprise. Je vous demanderai, Julie, de bien vouloir me relire un de ces jours quelques-unes des lettres anglaises de Monsieur de Voltaire. Ces jeunes gens m'ont redonné la curiosité des mœurs de leur pays. Oui, je suis certain que mademoiselle de Lespinasse y prendra un grand intérêt. Et j'aime toutes les lettres de Monsieur de Voltaire. Oui, oui, surtout quand il explique à ses lecteurs le fonctionnement du Parlement législatif. Une jeune personne qui ne se sentirait aucune curiosité pour cette institution-là serait, ma foi, fort étrangement faite. Monsieur, cessez de taquiner mademoiselle. Expliquez-moi donc plutôt comment vous vous êtes pris une fois encore pour tenir notre ami d'Alembert hors de l'académie.
Mais qui puis-je, madame? Je n'étais pas le seul à voter. Si mes confrères ont estimé que Monsieur d'Alembert... N'ajoutez rien, je sais que vous ne l'aimez pas. Je tiens le géomètre en grande estime. Vous ne l'aimez pas et vous n'êtes pas favorable à son élection. En moins d'un an, 3 sièges ont été vacants et les 3 fois, vous avez voté contre lui. Ah non, madame, pas contre lui. J'ai dû lui préférer son adversaire, voilà tout. Lui préférer Clermont qui n'a pas écrit une seule ligne et qui n'a même pas daigné prononcer son discours de réception. Son père est mon ami d'enfance. Et Bougainville, ce bigot, ce médiocre. Ah, il était sur le point de trépasser. Êtes-vous à l'académie pour administrer les mourants ou bien pour y recevoir les hommes de mérite? Le suivant, ce Boissy, dont nul n'a entendu parler. Ah, il était, lui, en très bonne santé. J'ai appris qu'il venait de faire d'un coup 2 enfants à sa femme. Bon, j'ai beaucoup ri à l'une de ses pièces. Je sais, j'étais avec vous. Mais c'était une tragédie. Le public l'a beaucoup aimé. Ah, il fut bien le seul. Si je peux me permettre, madame, il me semble que monsieur d'Alembert attache moins de prix que vous à cette élection. La semaine dernière, il me disait encore. Il vous disait, je vous écoute. Il me disait que si on l'élisait, il en serait, mais qu'il ne ferait rien pour s'y mettre lui-même. Il n'a pas à s'en faire puisqu'il a des amis qui travaillent pour lui. C'est là un trait de d'Alembert. Il affecte de dédaigner ce dont il est sûr de jouir grâce à mes entreprises. Ah, il faut apprendre à le connaître. Oui, madame. Être à l'académie, c'est une consolation pour des gens comme moi qui n'ont pas de talent, mais un savant, un vrai savant ne devrait pas avoir cette sorte de vanité. Et vous, monsieur, qui présidez le Parlement, ce peu de caractère. On dirait que vos fonctions vous tiennent lieu de dignité. Mes fonctions, vanitas, vanitatis et omnia vanitas, c'est dans la Bible. Un excellent roman. Il est à regretter que le personnage central ne soit pas plus plausible. Julie, je voudrais vous dicter un mot de lettre pour Monsieur de Voltaire. Oui, madame. Monsieur, votre dernière lettre est charmante. Vous me dites que vous voulez que je vous fasse part de mes réflexions. Monsieur, que me demandez-vous? Elle se borne à une seule et elle est triste. C'est qu'il n'y a qu'un malheur dans la vie et que toutes les conditions et toutes les espèces me paraissent également malheureuses, de l'ange jusqu'à l'huître. Oui, le fâcheux est d'être né, et l'on peut dire de ce malheur-là que le remède est pire que le mal. Je suis fâchée que Monsieur d'Alembert, dont vous me demandez des nouvelles, soit une fois de plus resté aux portes de l'Académie, alors que tant de marmousets d'auteurs se prélassent dans leurs fauteuils. Ses mérites sont nombreux, et vous savez combien je lui suis attachée. Mais qui désarmera la malveillance? Une amie me disait ces jours-ci qu'il lui manquait au moins un talent qu'elle considérait comme indispensable à un grand homme. Elle me disait qu'il n'était qu'un candide... Madame? Écrivez. Que la nature l'avait destiné à l'innocence et que même dans le sérail, il traînerait une éternelle enfance. Oh, que c'est drôle! Même dans le sérail, une éternelle enfance. Oh, je vous retrouve, marquise! Je suis persuadée qu'il se tirerait bien de tout ce qu'il entreprendrait.
y compris du discours de réception qu'il devra faire un jour, ce qui, tout bien considéré, est moins facile que de faire plaisir à une duchesse. Écrivez-vous, mademoiselle? Excusez ma distraction, madame. Je repensais à quelques mots que M. d'Alembert m'a dit hier soir quand vous arriviez au salon. Oui, j'avais remarqué votre aparté. Il me dit qu'il s'était passé une chose très grave à Toulouse. À Toulouse? Oui, madame. Eh bien, pourquoi n'a-t-il pas attendu que je sois là pour vous en informer? Je ne sais pas, madame. Peut-être a-t-il pensé que ce qui s'était passé à Toulouse avait pour vous peu d'intérêt. On vient d'y rouer vif un innocent avant de l'étrangler. Quelle horreur! Il était huguenot. Oh, cela ne suffisait pas pour l'expédier, on ne tue plus les gens pour la religion. Non, madame. Mais la religion peut les rendre suspects, et il n'y a pas loin du suspect au coupable. Il avait nom Calas. Jean Calas. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce nom-là. Monsieur Voltaire le cite à la fin d'une de ses dernières lettres. Eh bien, retrouvez-la. Ce cher Voltaire. Il faut qu'il se mêle de tout. On voit un homme au fin fond de la France, et le voici qui prend bouche. J'ai retrouvé la lettre et le passage. Eh bien, allez. Je vous demande pardon, madame, de vous entretenir de choses tristes. Un marchand drapier de Toulouse, huguenot de confession, a été accusé, sans enquête, sans preuve et sans instruction, d'avoir pendu un de ses fils de crainte que ce jeune homme ne se fît catholique. Oh. Intimidé par une population fanatisée, le Parlement a soutenu à la pluralité de 8 voix contre 5 qu'il était parricide. Jean Calas a juré jusqu'au bout que son fils s'était pendu par mélancolie. On l'a supplicié, on l'a roué. Au moment de son dernier souffle, il a cité ses juges au tribunal suprême. Le plus horrible fanatisme a ainsi triomphé. Car j'ai fait refaire l'enquête et j'en ai maintenant acquis la conviction. Calas était le plus honnête et le meilleur des hommes. Il avait dit la vérité. Je combattrai tout le temps qu'il faudra pour que son innocence soit prouvée et qu'il soit réhabilité. Les siens seront sauvés du déshonneur. Cela revient à soutenir qu'un homme condamné par 8 magistrats aurait le front d'être innocent. Mais Voltaire sait-il que le roi lui-même, ne peut en appeler du jugement d'un parlement, le sait-il? Oui, il le sait, monsieur. Mais il prétend que cette souveraineté est inique. Hein? Vous avez dit inique? Inique un parlement! Il l'a dit à monsieur d'Alembert qui me l'a rapporté. Qui vous l'a rapporté? Oui, madame, en votre présence. À voix si basse que je ne l'ai pas entendu. Monsieur d'Alembert a même cru bon d'ajouter que des juges qui par légèreté, par lâcheté ou pis encore par malveillance déshonorent un innocent et l'envoient au supplice. Mais intervenez, madame, intervenez! Attention, j'en ai des pervertis de la justice. Et la haine de ceux qui font métier de la servir. Il a dit cela d'Alembert, vous en êtes bien sûr? Oui, monsieur, et il a terminé en disant que Voltaire est en train de prouver à l'Europe que la philosophie n'est pas qu'un jeu d'idées. Et que l'intolérance, le fanatisme et le mépris des forts pour les faibles auront dans l'avenir affaire à elle. Eh bien, moi, mademoiselle, je dis et je soutiens! Non, ne dites pas, monsieur, car ce serait parler du bout des lèvres, et contre votre cœur qui est bon, je le sais. Si Jean Calas est innocent, comme l'affirment messieurs de Voltaire et d'Alembert, son malheur est notre malheur. Et le meilleur de nous souffre de ce qu'il a souffert. En acceptant légèrement ce que notre société fait endurer aux pauvres gens, nous nous retrouvons sa complice. Et dans cette complicité, monsieur, c'est notre âme que nous perdons. Bien, bien, mademoiselle, vous aurez eu le dernier mot. Oh, mais assez sur ce sujet qui ne serait pas de mise au salon. Nos amis ne sont pas venus pour passer la soirée dans le prêche et le prône. Allons, votre bras, monsieur. Et plus un mot, je vous prie, sur cette horrible histoire.
voyais ma chère maîtresse endormie, et je n'osais pousser le moindre souffle dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elles étaient froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein. Elle sentit ce mouvement et faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à sa dernière heure. N'exigez pas de moi que je décrive mes sentiments ni que je rapporte ses dernières expressions. Je la perdis. Oh, cela suffit. Ce Des-Grieux est un fripon et cette fille, cette Manon, une catastrophe. Mais ils s'aimaient, madame. Oh, eh bien, tant pis pour eux. Quel est l'auteur de ce roman? L'abbé Prévost. L'abbé Prévost. Où allons-nous si les prêtres se mettent à écrire des romans d'amour et les amants à invoquer le ciel en faveur de leur turpitude? Il faut de l'ordre en tout, mademoiselle, et nul besoin de croire en Dieu pour en être persuadé. Que deviendrait notre société si l'on ne respectait plus l'ordre? Je ne sais pas, madame. Une jungle. Et encore, les animaux ont-ils pour eux de ne point pouvoir s'exprimer? Quand on entend légiférer un monsieur Diderot, on a la nostalgie de leur mutisme. L'idée a eu d'Alembert d'amener cet énergumène. Ils sont amis depuis longtemps. Et M. Diderot dirige l'encyclopédie. Eh bien, cela n'excuse pas ces mauvaises façons. Je n'en veux plus chez moi. Si les hommes de cette grossièreté s'introduisent dans nos salons, c'en est fini de ce que nous voulons y conserver. J'espère qu'il vous a déplu, ce monsieur Diderot. Certes, il est négligé sur lui. Crotté jusqu'aux cheveux. Et il parle trop et trop fort. Pour dire des inconvenances et des sottises. Il m'a semblé qu'il ne disait pas que cela. Un rustre. Il n'a pas l'usage du monde, oui, certes, j'en conviens, mais il a une ardeur, une intelligence. Il ne vous a donc pas déplu, je m'en doutais. Oh, j'ose penser, madame, qu'un homme qui consacre sa vie à l'encyclopédie ne peut être jugé seulement sur sa mine. Eh bien, je vous dirais, mademoiselle, que l'encyclopédie n'est pas pour moi un passeport et que son directeur ne sera plus reçu chez moi. Je ne mets pas si haut le savoir pour accepter le débraillé de ceux qui le propagent. Je comprends votre point de vue, madame. Si vous aviez un salon, mademoiselle, en ouvririez-vous la porte à monsieur Diderot? Oui, madame. Alors, je n'ai plus rien à dire. Ou plutôt si. Ouvert à monsieur Diderot et aux gens de sa sorte, votre salon aurait au fait de ressembler à une place publique. On s'y attrouperait. La bonne compagnie se réunit. Vous faites, j'en suis sûre, la différence. Oui, je la fais. Mais n'en pense pas moins que les idées qu'on échange dans les salons peuvent naître en des lieux moins bien famés. Et que certaines personnes, quelle que soit leur mine, ne doivent qu'à leur talent de pouvoir s'exprimer en toute compagnie. Je le dis sans vouloir vous offenser, madame. Je ne m'en offusque pas, mademoiselle. À peine suis-je déçue de constater que de la bonne compagnie où vous êtes entrée depuis que vous êtes chez moi, vous n'ayez vu que la surface. Une surface dont la légèreté et la frivolité vous irritent secrètement. Il vous faut du profond, du grave, et tout l'esprit qui se dispense ici vous paraît se faire aux dépens de certaines idées de passion, de liberté et de justice qui vous sont chères. Je sais cela, je sais. N'en soyez pas fâchée, madame. Il n'est pas question de moi, mais de tous mes amis et de leurs conversations. Mis à part d'Alembert que vous aimez beaucoup, monsieur Turgot, dont vous appréciez les projets, et monsieur de Taaff, qui est jeune et joli garçon. Madame. Mon salon, qui vous avait émerveillé naguère, a vieilli à vos yeux. Et tous les gens qui le fréquentent et qui ont tous la religion de l'honneur vous rappellent à votre jeunesse. Une jeunesse qui ne se choque pas d'un monsieur Diderot. Il m'a fatigué, ce monsieur. Rappelez-vous, Julie, qu'un salon n'est pas une tribune. On peut y raisonner, mais on n'argumente jamais. On y parle de tout, pour que chacun ait quelque chose à dire. Mais on se garde bien d'approfondir, de crainte d'ennuyer. Et surtout, on s'arrête avant la dispute. Aurais-je donc failli, madame, à l'une de ces règles? On se rassemble autour de vous un peu trop à mon gré. La conversation
va rester générale. Elle ne doit point se figer en entretien particulier. Je pensais... Vous pensiez, Julie, vous pensez trop. Soyez plus spontanée et parlez aussitôt que vous pensez. Vous gardez la balle pour vous, Julie. Renvoyez-la moi plus souvent. Vous pouvez me laisser. Madame, encore un mot. Oui. Oh, madame, si vous saviez, il m'arrive et je ne sais comment. Moi, je sais. Ah, vous savez? Ne faites point tant d'embarras, Julie. Je sais ce que vous voulez m'exprimer. Oui, mais sachez que je vous considère comme une fille, comme ma fille. Une fille dont je ne saurais plus me passer, qui par son affection, par ses soins, m'est devenue particulièrement chère. Vous voyez que nous sommes quittes. Oh mon Dieu. Allez vous reposer. Vous m'avez semblé fatiguée tout à l'heure. Je pensais, madame, que vous m'aviez deviné. Aurais-je manqué quelque chose? Ah, oui, madame. Et vous, celle qui est pour moi comme une mère? Ah, je n'ai jamais pensé cela, ma chère enfant. Je vous ai dit que moi, je vous considérais comme ma fille. Il n'y a point obligatoirement de réciprocité. Mais je pensais... Vous pensez un peu trop sur ce point. Je vous en supplie, madame, entendez-moi. J'aime Monsieur de Taff. Monsieur de Taff. Et je crois que j'en suis aimée, oui, madame. Le fameux Théobald? Non, l'autre. Eh bien, quelle nouvelle! Ainsi, Monsieur de Taff vous aimerait. Il vous l'a dit? Il ne me l'a pas dit encore avec les mots. Mais son regard, l'altération de sa voix, le bouleversement de son être, oui. Je peux dire qu'ils me l'ont dit. En silence. Il a cependant dû le rompre un instant pour se conduire en honnête homme. Il vous a proposé le mariage. Mais je ne lui en ai pas encore donné le temps. Ah, je crois que vous êtes fâchée. J'aurais dû m'en douter. Vous me pensez naïve et prête à croire étourdiment tout ce que j'aurais envie d'entendre. Vous avez envie d'être aimée, Julie. C'est fort naturel à votre âge et je ne peux vous en blâmer. Monsieur de Taff est très bel homme. Et il peut plaire. En dépit d'un soupçon de suffisance. Il lui a suffi de se taire pour que vous brodiez sur son silence. Phénomène répandu chez les jeunes personnes qui parlent plus qu'elles n'écoutent. Vous apprendrez à écouter, Julie? J'ai été à bonne école dans votre salon, madame. Oui, j'espère. Vous pensez que je suis... Emportée, mon enfant, emportée et ravie. Mais cela ne dure qu'un temps. Vous allez retrouver votre raison sans trop de peine. En quoi l'ai-je perdu, madame? Épargnez-moi, Julie, de vous dire certaines choses qui me seraient, disons, peu convenables de vous expliquer ou d'entendre. Certaines choses? Elle crève les yeux, du côté de l'aîné pour commencer par lui. Le frère de Monsieur de Taff? Oui, le fameux Théobald. Un joueur acharné, un tricheur professionnel. Savez-vous qu'il a été embastillé pour dette? Et sans doute espion de surcroît. Je le tiens de Choiseul et qui sait de quoi il parle. Mais il n'a rien à faire avec John. Ah, nous en sommes à John. Pourquoi Monsieur de Taff ne m'aimerait-il pas? Allons, mademoiselle, essayez de comprendre à demi-mot. Pourquoi ne m'aimerait-il pas? Quand un homme d'honneur aime une jeune personne, il en tire les conséquences. Et vous me l'avez dit vous-même, Monsieur de Taff n'en a rien fait. Mais il le fera! Il le fera, je suis sûre qu'il le fera! Mais non, il ne le fera pas. Comment le savez-vous? Il est venu ici hier soir, sur ma demande, après votre départ. Je savais, j'avais deviné qu'il s'était noué quelque intrigue entre vous. Et je voulais être éclairée sur ses intentions. Il est venu chez vous hier soir? Oui, je viens de vous le dire. Mais il ne m'a rien dit de cela quand nous nous sommes vus hier à 6 heures. J'avais cru bon de lui demander le secret sur ce rendez-vous. Il faut que je le voie, que je lui parle. Je suis navrée
navré, Julie, mais il est reparti ce matin pour l'Angleterre. Oh non. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas vous épouser et m'a demandé de vous exprimer ses regrets. Il serait marié? Non. Mais il est vicomte. Eh bien! Vous n'avez pas de dot. Et vous êtes bâtard. Il a fallu que vous me disiez ce mot. Bâtarde. Vous l'avez toujours eu en arrière-pensée. Je suis une bâtarde, en effet. La bâtarde de votre frère. À chaque instant, depuis mon arrivée chez vous, vous ne cessâtes de me dire, jusque dans vos silences, que je n'étais née de personne aux yeux des gens et que ma place auprès de vous tenait à l'oubli de mon ascendance. Oui, je m'en suis souvenue. Je dois le reconnaître. À ma place, en retrait, et toujours dans votre ombre. Il me semblait que vous aviez accepté notre contrat. Oui, mais avec l'espoir que vous dénonceriez dès que je vous aurais prouvé par mon affection que je pouvais prétendre à une identité. Et je vois bien que je suis restée à vos yeux ce que j'étais chez votre frère. Une parente illégitime, inavouable. Je n'oublie pas que vous m'avez ouvert notre maison, que vous m'avez tendu la main, fait connaître vos amis, mais j'aurais tellement aimé avoir pour vous un peu plus que de la reconnaissance. Madame, pourquoi m'avoir si peu aimé? Revenons à ce monsieur de Taff. Je ne voulais que prévenir un sentiment dont vous n'aviez rien à attendre. Il vaut mieux être prévenu que de guérir par force. Je voulais seulement aimer et être aimée. Je ne voulais pas voir plus loin. Vous m'y avez forcé. Allez, Je l'aurais bien fait toute seule. allez, Julie. Nous en reparlerons. Qu'avaient-ils donc tous aujourd'hui? Chacun parlait pour soi, personne n'écoutait personne, on se serait cru au marché. Ou dans un meeting, comme disent les Anglais. Voilà ce que devient la conversation lorsque chacun suit son idée. Pour moi, dès que l'une se pointe dans ma tête, je la laisse filer. J'ai horreur d'être à la remorque, même de mes idées. Les miennes filent toutes seules. À peine il me vient qu'elle repart. Je n'ai plus aucune mémoire. Oh, si je vous disais pareil... Inutile, mon bon ami, je sais. Les noms, les clés, les lunettes, épargnez-moi l'énumération. Eh oui, madame, la vieillerie. Si on faisait attention, on ne vieillirait pas. Mais vous ne faites attention à rien. J'ai tout de même remarqué le signe que vous m'avez fait pour me demander de vous suivre. J'ai dû le faire 3 fois, à la fin je gesticulais. Enfin bon, vous l'avez remarqué, je vous l'accorde. Aviez-vous à me parler dans le particulier? Non, j'avais besoin d'un témoin à mon exaspération. Être dans l'état où je suis m'est déjà fort pénible. Il me le serait plus encore, si personne ne m'y voyait. Me voici dans un joli rôle. À votre âge, monsieur, on prend celui qu'on vous propose. Et au vôtre, madame, on devrait être plus benoîte. Il y avait encore des gens au salon qui ont remarqué votre humeur. Les planter là n'est pas une façon de faire. Je vous le dis sans barguiner, madame. Ils ne se sont même pas aperçus que je sortais. Chez moi, faire tapisserie dans mon propre salon. Pensiez-vous que j'étais femme à l'accepter? La plupart de vos invités étaient des philosophes. Ils aiment à parler entre eux, vous le savez. Un peu de patience. Et en faveur de qui? De quoi, monsieur? Serais-je moins impatiente? Je disais cela sans penser plus. C'était un mauvais jour et voilà tout. Personne n'y peut rien. Le temps, sans doute. Un jour juste un peu plus mauvais que ceux qui le précèdent, oui. On ne m'écoute plus. Voilà le vrai. Mais je pense que vous l'avez remarqué. Que voulez-vous y faire? Ah non, monsieur, ce n'est pas une fatalité. Il y a des façons que je ne supporterai plus. Et ne me demandez pas lesquelles, car vous savez très bien de quoi je parle. Mademoiselle de l'Espinasse est encore au salon? Ah, elle n'est pas fâchée d'y rester après moi. Eh bien, pourquoi lui avez-vous cédé la place? Parce que j'ai tout fait. Mais soyez sûr, monsieur, que je la reprendrai à ma place. Et avec les honneurs, et pas plus tard que tout de suite.
Oh, madame, une grande nouvelle, et qui, j'en suis sûre, va vous réjouir. Le procès de Calas va être révisé. L'arrêt vient d'être promulgué par le Conseil d'État. Qui vous l'a dit? Monsieur Turgot, pendant que je le raccompagnais jusqu'à la porte. Il a attendu ce moment, au moment de sortir. Une nouvelle si importante. Peut-être a-t-il pensé qu'elle ne constituait pas un sujet de conversation. Monsieur Turgot est un homme plein de délicatesse. Il n'a pas voulu imposer à Vous vous moquez, mademoiselle. Ai-je bien entendu un arrêt du Conseil d'État? Oui, monsieur. Un arrêt qui infirmerait un jugement du Parlement. Vous avez très bien entendu, monsieur. La réhabilitation de Calas est maintenant plus qu'un espoir. C'est le triomphe de Voltaire et un grand moment pour nous tous. Diable! Avez-vous, mon ami, l'impression de vivre un grand moment? Attendez. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit que le Conseil d'État... Monsieur Turgot, dès qu'il a été seul avec Il mademoiselle, m'a fait cet honneur. dont il nous a privés. Monsieur Turgot n'a certainement pas pensé vous faire injure, madame, en vous taisant une information dont il n'ignorait pas que vous touchez peu. Mais oui, les usages se perdent. On ne sait plus où l'on en est. Dans ma jeunesse, par exemple, un homme mettait son chapeau quand... Non, ne vous échauffez pas, monsieur, cela ne réussit pas. Le roi fait ce qu'il veut. En outre, qui nous dit que Voltaire n'avait pas vu juste à cette occasion? L'homme était peut-être innocent. J'ai grand plaisir à vous l'entendre dire. Je le dis d'autant plus sincèrement que cette affaire ne m'a jamais passionnée. Elle n'est pas de mon ressort. Et la conviction que mettent certaines gens en débattent me paraît pour le moins suspecte. Ah, Ce n'est pas tant la justice qu'ils aiment que les juges qu'ils n'aiment pas. Parce que les juges, les lois, les parlements représentent la monarchie et que la monarchie n'a plus leur approbation. Enfin, laissons ça. Non. Ce qui me choque, en vérité, bien plus que l'affaire Calas. Pourquoi souriez-vous, mademoiselle? je souris. J'en suis persuadée, comme si j'avais eu votre visage sous les doigts. De quoi vous réjouissez-vous? Excusez-moi, madame, mais je crois avoir deviné ce qui vous choque. Eh bien, dites-le nous. Que Calas ait été roué injustement, que son procès soit révisé, qu'il soit réhabilité, vous importe peu, en effet, je le savais. Et que monsieur Turgot m'en est la première informée. J'en suis fort étonnée, oui, je l'avoue. Je vais être obligée de réviser mon jugement sur ce monsieur Turgot. Il a manqué aux convenances. Il est vrai que... Achevez, monsieur. Je m'entends là-dessus. Monsieur le Président est d'accord avec moi. Nous ne recevons plus monsieur Turgot. Eh, madame, comme vous y allez, je n'ai jamais dit... Quoi? Monsieur Turgot est un fort honnête homme. Un des meilleurs esprits du royaume, oui, monsieur. Et un homme de cœur. Il n'est pas de cœur assez haut, ni d'esprit assez intelligent quand on manque à la bienséance. Il y aura encore, hélas, des salons à Paris pour lui ouvrir leurs portes. À propos de salon, mademoiselle, on dirait que le mien est devenu un peu étroit. Que vous en semble-t-il? Il faudrait repousser les murs Ah. pour recevoir moins de personnes. Vous ne voyez que ces solutions. Le fait est que mes amis, mes vrais amis, ont maintenant de la peine à m'approcher. Oui, monsieur le Président me le disait encore tout à l'heure. Remettez-vous à votre place, on ne vous voit plus. On vous entend à peine. Il a raison. Qui a raison? Ainsi, ce n'est qu'en aparté, pendant que ces messieurs échangeaient leurs idées avec les vôtres, qu'il a pu me souffler à l'oreille une nouvelle qui, me semble-t-il, fait un peu d'ombre aux mésaventures posthumes de ce marchand drapier de Toulouse. Une nouvelle plus importante que... Oui, que cette affaire Calas. Une œuvre intéressante. Hélas, interrompue. Que voulez-vous dire, madame? À vous, monsieur.
Monsieur le Président vous le dira mieux que moi, ce que le Parlement a décidé de l'encyclopédie. Le Parlement s'est contenté de nommer des censeurs. Il ne pouvait pas faire moins. C'est par décret que le Conseil du roi... Il a osé? Il vient de décréter la destruction par le feu de tous les exemplaires imprimés, la révocation du privilège d'impression et l'interdiction de toute édition nouvelle. Eh oui. Ah, j'oubliais. Rome vient de mettre l'ouvrage à l'index. Qu'en pensez-vous, monsieur? En tant que chrétien philosophe, je dirais qu'un décret, ce décret du Conseil du roi mûri dans le sérail et longuement mûri, n'en présente pas moins dans son expression juridique. Et vous, madame? Et moi, mademoiselle? Est-ce que le Conseil du roi vous semble avoir bien fait? Oh, ton qui est le vôtre, je me sens déjà inculpée. Mais ne crions pas à l'injustice. Oui, le Conseil du roi a fait ce qu'il devait. Non que je sois contre le droit d'écrire et de publier librement, mais le projet de l'encyclopédie m'est toujours apparu comme si vain, si utopique. Utopique? La volonté d'éclairer l'homme et de dissiper ses ténèbres. Oui, parce que de nature, nous y sommes voués. Je ne sais qu'une chose, mais avec certitude. C'est que je ne suis pas heureuse et que je vais mourir. Que peut faire à cela votre encyclopédie? Il n'a jamais été dans son intention. La souffrance de vivre et la peur de mourir seront pour toujours notre lot. L'encyclopédie ne l'allègera pas. Ce qu'elle nous enseigne est insignifiant. Parlez pour vous, madame. Il est beaucoup de gens qui, en la lisant, ont appris à vivre mieux et à avoir moins peur. Oh oui, madame. La pauvreté engendre l'ignorance, et celle-ci la peur sur laquelle s'appuie le despotisme. Et c'est cette ignorance que l'encyclopédie s'est donné le dessein de dissiper. Jamais, depuis la Bible, un livre n'avait eu cette ambition. Les grands mots tout de suite. Je n'en rabattrai pas, madame. Et ce n'est pas parce que l'on craint l'obscurité qu'il faut renoncer à savoir comment est construite la cave. Madame, avez-vous une idée de ces planches? On y découvre tout ce qui était caché. Les murs des ateliers sont abattus, des coupes ouvertes dans les mines et dans les mécanismes. C'est l'univers qui devient transparent. Eh bien, vous avez bonne vue. Meilleure que la mienne, en tout cas. Comme si le secret de l'univers tenait à un coup de crayon. J'admets fort bien qu'on interdise un livre qui répand ce genre de sornettes. Et la justice du roi ne se discute pas. Est-ce vous qui parlez ainsi, madame? Oui, moi, l'ami des philosophes, mais l'ennemi de la philosophie. Il est temps que cela se sache. J'en ai assez d'écouter sans broncher les divagations de ces penseurs, de ces rêveurs qui nous serinent leurs sottises à longueur de journée. Assez de ces penseurs qui font la roue au nom de leur belle âme et de leur vain savoir. Où allons-nous? Si la tradition, la justice, la monarchie sont sans cesse battues en brèche par le moindre grimaud de collège, je vous le dis tout net. J'en parlais hier au soir avec monsieur de Malesherbes. Eh bien, il pense que le Conseil du roi est allé un peu vite en ce qui touche à l'encyclopédie. Et je ne suis plus loin d'en juger comme vous. Comment, monsieur? Vous récuseriez un jugement du Conseil du roi? Je le nuance, mon ami, je le nuance. Il est permis de réfléchir, même à un président du Parlement. Voilà qui est bien dit, monsieur. Dès que l'ordre est bouleversé, que la justice est contestée, on vous voit vous épanouir. De quelle sorte de revanche avez-vous donc besoin, mademoiselle? Madame? À propos de revanche, vous m'en devez une au piquet. En tout cas, sachez-le, mon salon ne sera jamais une tribune ou un bureau d'idées. Je n'ai que faire de tous ces gens qui élucubrent pesamment dans une langue épaisse et qui prétendent tout le temps vous donner des leçons. Si l'avenir leur appartient comme vous le pensez, oui, je sais, vous le pensez, eh bien je n'y entrerai pas. En tout cas, pas avec eux. Maintenant, laissez-moi, mademoiselle, j'ai besoin de repos.
ma lectrice qui pense. Il est grand temps que je reprenne en main cette jeune personne. Monsieur. Monsieur. Madame du Défend, qui a dû sortir un instant avant votre arrivée, m'a chargé de vous dire qu'elle ne serait pas de retour avant 5 heures. Je vous en prie, monsieur. Je suis heureuse de pouvoir parler un instant avec vous. Que je sois en avance ou que Madame du Défend soit en retard, c'est toujours un plaisir, mademoiselle. Un grand plaisir pour moi que de jouir de votre compagnie. Mais nous nous voyons tous les jours. Jamais dans le particulier. J'y pensais dans ma rêverie. Depuis que nous nous connaissons, nous n'avons jamais eu l'occasion de nous retrouver seuls, vous et moi. Madame du Défend vous veut toujours à elle. Et sur ce point, je la comprends. Il est de ces amitiés qu'on ne partage pas. J'ai toujours regretté que la sienne me prive de la vôtre. Oui. Il me semble en effet depuis longtemps que j'ai des choses à vous dire et que dans une conversation générale... Il se perd cette intimité qui donne tout son prix à l'entretien de deux personnes conversant librement entre elles, oui. J'ai moi-même souvent éprouvé ce regret. Je savais que vous aviez tant de choses à m'apprendre et j'enrageais de ne pouvoir en profiter tranquillement, tout à mon aise. Est-il bien vrai, mademoiselle, vous me comblez? On va plus loin dans l'amitié au coin du feu que sous le lustre d'un salon, à l'évidence. Et cependant, vous y brillez dans le salon, ma chère enfant. Tous les amis de la marquise en sont tombés d'accord. Votre présence illumine cette maison. Madame du Défend n'ignore pas qu'elle vous doit beaucoup. Je ne lui dois pas moins. Elle a besoin de vous, de vos yeux, de votre aide. Une aide dont elle tente parfois à abuser, j'ai pu le constater. Monsieur. Abuser, je le maintiens. Que votre générosité ne vous le cache pas et que votre reconnaissance est sa limite. Je vous le dis sans m'échauffer, par esprit de justice. Un esprit qui chez vous ne sommeille jamais. Monsieur, vous me faites plaisir. Et il est bon de vous entendre dire, je dois l'avouer, ce que je m'interdis moi-même de penser. Comme vous êtes délicate. J'ai toujours eu besoin de m'estimer, monsieur. Ce soutien serait-il venu à me manquer que bien souvent, à de nombreux moments de ma vie, je crois que je serais tombée. Ma pauvre enfant. Depuis l'âge très tendre où je perdis ma mère, je n'ai plus entendu ces mots, monsieur. Ils me touchent. J'avais espéré, lors de votre arrivée, que la marquise aurait à cœur de vous faire oublier votre condition d'orpheline. À cœur? Elle n'a pas la vocation maternelle. À tout le moins. Il eût été si doux pour moi de découvrir en elle un peu plus qu'une protectrice. Mais pouvais-je demander plus qu'elle ne pouvait donner? Je me suis faite à sa froideur. Oui, mais vous en souffrez. La souffrance a toujours fait partie de ma vie. Je ne la distingue plus de mon destin. Oh, cette marquise. Je vous en prie, monsieur. Comment? La chance lui envoie dans sa maison une jeune personne au charme et à la grâce incontestable à tous les yeux. Et elle en use froidement, sèchement avec vous. Alors qu'elle vous a nuit et jour à portée de la main. Elle résiste sans effort au plaisir de prendre la vôtre, d'en remercier chaque doigt, de les baiser. C'est sans doute, monsieur, que vous avez la vocation paternelle. Oui. Peut-être. À moins que... La vocation paternelle, je n'en jurerais pas. Puis-je vous appeler Julie? Je n'aurais pas osé vous en prier. Julie! Mais que cela reste entre nous, comme un secret. Qu'iraient penser les gens, qui comprendraient? Oh, certainement pas la marquise. Ah, ce serait bien la dernière. Mais n'aurait-elle pas un peu raison de sonder ma sincérité? Moi-même ne suis-je pas en ce moment coquette? Et vous-même, monsieur, n'allez-vous pas penser? Mais Julie! On ne voit pas toujours clair en soi-même. Eh bien, ne regardons pas trop, c'est se donner trop d'importance. On ne ferait plus rien si on s'interrogeait toujours. Nous devons pourtant être honnêtes. Ah, il va de soi. Mais ne pouvez-vous pas espérer à bon droit une amitié sincère et un peu moins de solitude? Je connais la vôtre, Julie.
Et j'espère bien être le seul à la connaître. Il est vrai que je suis bien seule. Alors que cette solitude est un scandale. Oui, Julie, il est scandaleux à mes yeux de ne pas voir en vous le trésor que j'y vois. Vous voir, c'est vous aimer. Et la marquise, en faisant de vous sa lectrice, en vous introduisant dans son salon, a pris sans s'en apercevoir un grand risque. Un grand risque? Auriez-vous plaisir à m'entendre vous le nommer? Je n'ai pour moi que ma jeunesse. Et votre ambition, et les moyens de votre ambition. Vous êtes très intelligente, Julie, et si charmante que personne, hormis la marquise, ne peut vous en vouloir de viser haut. Je suis déjà logée trop haut, monsieur. Le salon est à l'entresol. Mais qu'est-ce qu'un étage à franchir? Si vous le permettez, je peux aller jusque chez vous. Serait-ce convenable? Oh, à mon âge! Il ne peut rien contre l'agrément qu'on trouve à certaines personnes. Ah oui, puis-je vous croire? Il me semble, monsieur, que vous en avez grande envie. Une trop grande envie, monsieur. Me retrouver seule chez moi, avec vous, dans ma chambrette. Ah oui, je comprends. Je serais là à vous compromettre. Et si les premières fois j'amenais un ami ou deux, des gens qui vous feraient honneur, certes la conversation serait moins intime, mais votre réputation serait Et à sauve. quels amis pensez-vous, monsieur? Ou à Turgot, ou à Marmontel, peut-être même à d'Alembert, puisqu'il a votre sympathie à défaut de la mienne. Je me consolerais de ne pas vous avoir tout à moi en goûtant au plaisir de réunir autour de vous une petite société qui a déjà apprécié votre cœur et votre art d'écouter. Comme il est bon d'être entendu de vous, monsieur. Puisque vous ne pouvez m'aimer, il me reste à vous comprendre. Ah, Julie, si vous pouviez me donner... Quoi? 30 ans de moins. Demain, chez vous, vers les 4 heures. Je vous y attendrai. Mais prenez garde à la dernière marche. Elle craque. Oh Eh bien, je vois que l'on s'amuse. Est-il défendu de sourire? Non, et même pas aux éclats. Mademoiselle, puis-je vous demander de m'apporter mes pantoufles? J'ai le pied fatigué. Que cherchez-vous, ma chère amie? Enfin vous. Mais que se passe-t-il? Quelle heure est-il? 6 heures. Et personne n'est encore là, 6 heures? Il y a donc la peste à Paris. Ils vont venir, on ne circule pas comme on voudrait. Comme vous êtes impatient. On n'est pas en retard, monsieur, on me manque. Même vous qui n'en finissez pas d'arriver. J'ai été retenu par une affaire. À votre âge, une affaire. Une bonne fortune, je comprendrais, mais une affaire. Ah oui, je devais voir Monsieur Dubois. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, je vais faire retapisser mon salon en moire bouton d'or orné de nœuds. J'ai oublié l'échantillon que je voulais vous apporter. En moire bouton d'or, orné de nœuds. Mais le voilà, l'échantillon, et je le vois, votre salon, j'en fais le tour. Comment? Mais pourquoi voulez-vous faire le tour de mon salon? Bon, où en étais-je? Ah oui, à mon tapissier qui ce matin était à Versailles. Il m'a dit que Madame de Pompadour était à toute extrémité. Et que le roi qu'il a vu ce matin n'en semblait pas très affecté. Ce sont ses propres mots, n'en semblait pas très affecté. Le roi ne s'affecte de rien. Pourtant, il l'a aimé. Comme vous dites bien cela, mon ami. Oh, je dis cela comme il faut le dire. Où est mademoiselle de l'Espinasse? Est-ce moi que vous venez voir ou ma lectrice? J'espérais vous voir,
vous voir ensemble, enfin toutes les deux. Il faudra vous contenter de moi. Mademoiselle de l'Espinasse ne vous aidera pas à supporter ma conversation. Hélas. Comment? Le fait est là. On vient me voir de moins en moins et je reste en ma compagnie. Il n'en est pas pour moi de plus mauvaise. Et pourtant, vous avez de l'esprit pour deux, madame. Oui, pour m'ennuyer 2 fois plus qu'une sotte, en effet. J'ai beau me répéter que lorsqu'on n'a pas de talent et qu'on n'a plus de passion, on n'a plus rien à faire ici-bas. Je ne puis me résoudre à m'en aller. Et cette absurde envie de vivre ajoute à mon ennui. Pour tourner, toute seule, autour de mon salon, mon fantôme devrait suffire. Où êtes-vous? Ici, madame. Puis-je vous demander de m'amener à mon fauteuil? C'est le sien, ce n'est pas le mien. Eh bien, pour une fois, mettez-vous à sa place. Ah non, trouvez-moi mon fauteuil, s'il vous plaît. Ah, quelle femme vous faites! D'Alembert devrait être là. Oh, il arrive le premier depuis longtemps. Vous n'auriez pas dû le pousser à l'académie, maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Il n'a plus de raison de vous faire la cour. Mauvaise langue. Oui, votre ami le plus fidèle et le plus cher. S'il pouvait savoir tout le bien qu'on dit de lui en son absence, il ne viendrait jamais. Quelle méchanceté mâchonnez-vous? Je n'y fierai pas à votre place. Ah, d'Alembert? Qu'est-ce qui vous permet de le penser? Il est là-haut? Je ne sais pas. Mais si, vous le savez, il est chez elle, n'est-ce pas? Je vous ai dit que... Vous ne m'avez rien dit du tout et j'exige de vous la vérité. Qu'en est-il de monsieur d'Alembert et de mademoiselle de l'Espinasse? Madame, il me vient l'envie de vous parler aussi crûment que tant d'années vous me parlâtes. Eh bien, soit, parlons vrai. Mais puisque vous êtes chez moi, je vous passe d'abord le plat. Ainsi, vous avez décidé de vous remarier. Qui vous l'a dit? Il n'apporte, je le sais, et de source sûre. Ah oui, de source sûre, alors qu'une seule personne. Une seule personne? Et elle n'a rien dit, j'en jurerais. Non, elle n'a rien dit. Mais vous savez, à Paris, les alcôves n'ont pas de secret. Et votre historienne a déjà fait le tour de France. Et quand cela serait, madame, je ne vous en dénie pas moins le droit de m'en parler. Et au nom de quoi? Au nom de la délicatesse. Ah, parce qu'il était délicat, selon vous, de mettre mademoiselle de l'Espinasse au supplice avec votre démarche incroyable, incongrue. Vous vous êtes conduit comme un béjoun. On se gausse de vous dans tous les salons de Paris. Sauf dans le vôtre, puisqu'il est vide. Je la reconnais bien ici, votre délicatesse. Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Mais il faut dire que pour mettre les gens hors de leur gonds... Vous n'avez nul besoin de moi pour vous mettre hors de vous. Les ailes de l'amour vous suffisent. Où comptiez-vous convoler? J'avais pensé à la campagne. Oui, je vous imagine en blouse et en sabots, conduisant ma lectrice à l'hôtel dans une petite église de village. Et en sortant, vous seriez passés tous les deux sous des arceaux de fleurs tenus par de petits croquants. Idylle géorgique. Peinte par vous, la crucifixion elle-même deviendrait une farce. Et comment fûtes-vous reçue? Elle a été flattée. Ah oui, flattée par votre courage. Il vous en a fallu beaucoup.
vous êtes couvert de ridicule. Elle n'est pas si jeune, après tout. Ah non! C'est vous qui êtes trop vieux et qui l'avez toujours été. À 30 ans, vous confondez avec monsieur votre père qui en avait 50. À 40, jeune marié, vous aviez les traits du veuvage. Et voilà maintenant que vous reverdissez à 70 en premier de village. Espérez-vous vivre à l'envers, monsieur? Je vis comme j'ai envie, et dans le sens qui se présente. Au moins, si elle était jolie. Si vous l'aviez vue, vous pourriez en douter. Mais vous n'avez jamais voulu la voir. Pour vous, elle n'était rien de plus qu'une voix, et je ne serai pas le seul à vous le dire. Assez, monsieur, assez. Vous n'avez plus votre raison. Mais comment vais-je vous excuser auprès de nos amis de cette démarche inepte? Mais je n'ai aucun besoin d'être excusé, madame. Certes, personne ne s'étonnera de son refus, mais tout le monde comprendra mes sentiments. Je ne vous promets même pas d'essayer. Vous n'avez pas de cœur, madame. Oh, encore un peu et vous allez me plaindre. Épargnez-vous ce soin et brisons-la. Puisqu'il en est ainsi... Et un dernier conseil, monsieur. Le conseil d'une amie sincère. Allez prendre les eaux à Forges. Elles vous purgeront de certaines humeurs malséantes à votre âge. Je vous souhaite le bonsoir. Ne m'avez-vous pas dit que l'on parlait de moi dans les salons? On n'en parle pas, mon cher. On en rit. Eh bien, nous connaissons quelqu'un, vous et moi, qui a bien compris ma demande et qui a fort envie de l'entreprendre pour son compte. Oui, un de vos amis les plus chers. Je devrais dire, le plus cher de vos amis. Je m'en doutais. Je sais qu'il est chez elle en ce moment. Et pas seulement lui, vous passez tous chez elle avant que de venir me voir. Et vous y arrivez toujours plus tard, chaque soir un peu plus tard. Oui, je le savais. Je n'aurais jamais dû m'attacher cette jeune personne. Elle n'est pas de ma famille. Mais comment a-t-elle pu cette intrigante? Elle n'a rien fait pour cela. Rien? Pour que vous tombiez amoureux d'elle à un âge où un homme ne devrait plus prétendre qu'à se préparer à la mort? Rien pour enflammer d'Alembert qu'aucune femme n'avait encore pu toucher? Rien pour prendre le pas sur moi auprès de mes amis? J'ai encore assez de regard, monsieur, pour voir ce qui se passe ici. Depuis des mois, mademoiselle de l'Espinasse se pousse avec sournoiserie au premier rang. Et aujourd'hui, disons-le sans détour, je ne suis plus que sa dame de compagnie. On me jette de temps en temps un mot comme une obole, en souvenir de ce que j'ai été dans ce salon. Mais c'est elle qui en est au centre. Elle m'a dépouillé de ce qui m'était le plus cher. Que vous dire, madame? Ainsi, pour vous, cela va de soi. Oh, je n'ai pas dit ça. Eh bien, que dites-vous alors? Il y a eu une évolution par la force des choses. En vertu d'une loi de la nature. Oh, monsieur, vous donnez dans la physique maintenant. Oh, je dis que tout cela s'est fait comme passe le temps. C'était dans l'ordre. Eh bien, je récuse cet ordre et ne le tiens nullement pour naturel. Elle est le mouvement, la vie. Si peu qu'il vous en reste, on va vers elle. Mais elle? Qui elle? Julie. Julie? Sachez, monsieur, qu'en ma présence on dit mademoiselle de l'Espinasse. Maintenant sortez, j'en ai assez de vos inconvenances. Je sais un lieu où elles seront écoutées sans indignation. Oui, à l'étage au-dessus, je n'en doute pas. Eh bien, vous en profiterez pour dire à mademoiselle de l'Espinasse que je l'attends immédiatement.
Encore là? Madame, si je sors après ce que vous m'avez dit, Vous ne reviendrez plus chez moi. Je m'en consolerai. Allez, allez maintenant, monsieur. Allez poursuivre où vous voudrez vos amours ancillaires. jalouse! Hein? Quoi? Jalouse, moi, de cette fille? Soyez sans crainte, mademoiselle, je ne vous prendrai qu'un instant. Je m'en voudrais de faire attendre vos amis. Vous pouvez vous considérer comme libre de tout engagement à mon égard. Merci, madame. Plus vite vous aurez quitté cette maison, mieux cela vaudra pour vous comme pour moi. Ce sera vite fait, madame. J'ai déjà pris mes dispositions. Qu'il me soit seulement permis de regretter que vous ne soyez pas parti de votre propre chef. Il est peut-être mieux valu que vous sortiez de chez moi la tête haute et non congédiée. Vous avez eu le courage qui me manquait. Je n'avais pas le cœur de vous quitter. Vous préfériez me trahir. Je n'ai pas eu le sentiment de l'avoir fait. C'est qu'il vous manque un sentiment dans tout ce que vous professez. Depuis combien de temps mon salon a-t-il chez vous son antichambre? On n'attend pas chez moi, madame. On vient me voir. Eh bien, on vous a assez vu, au moins dans ma maison. Vous dirais-je, madame, que depuis quelque temps, je m'y sens un peu à l'étroit. Ah oui, la chambre, votre chambre, convient mieux aux conversations intimes. J'imagine mal, en effet, monsieur le président Hénaud, demandant votre main en public. Il va vous falloir un salon, mademoiselle. Oui, madame. À vous de le créer. J'ai commencé, madame. Oui, par la chambre, c'est la voie la plus facile. Madame. Entendez-moi, mademoiselle. Il m'est indifférent que vous ayez quelque romance avec qui que ce soit, sauf avec mes amis. Mais vous en faire de nouveau, et seulement par votre esprit, était plus long que d'attirer les miens chez vous. Je ne veux pas savoir comment. Vous étiez pressé. Ils sont venus d'eux-mêmes, et s'ils reviennent chaque soir, Ah, chaque soir. c'est qu'ils se trouvent bien chez moi, madame. Oh oui. Chez vous, ils étaient en valeur. Chez moi, ils sont en confiance. Ils faisaient de l'esprit chez vous, l'esprit que vous leur demandiez. Mais avec moi, ils parlent avec les mots du cœur. Et leur pensée se développe et s'affermit. Ils ont été plus d'un à me le dire. Se développe et s'affermit. Il y en aura au moins un, ce monsieur Diderot, qui vous devra beaucoup. Ceci posé, je n'aurais jamais cru que la pensée des encyclopédistes requérait la vôtre en soutien, mais puisque vous le dites... Ils sont comme sont tous les hommes. Ils ont besoin qu'on croie en eux pour croire vraiment en eux-mêmes. Eh bien, pour moi, je me suis toujours défendue de les flatter dans leurs idées. Ils savaient mes réserves à leur sujet et se contentaient d'être aimés pour leur intelligence. Mais sans doute est-ce vous qui avez raison. On obtient ce qu'on veut des gens de lettres en mignotant leur vanité. Je n'envie pas votre façon de vous lier, mademoiselle. Je n'ai eu à flatter personne. J'ai admiré, sincèrement, sans modération, comme je le sentais. Jusque dans votre silence, il n'y a pas de meilleure façon pour conquérir les gens de lettres. Une admiration muette. Ils ne demandent que cela. Surtout, pas de réserve. Une réserve, même la plus légère, peut vous coûter une amitié. Vous l'avez bien compris. Vous réussirez à Paris, mademoiselle. Vous êtes jeune et sur bien des chapitres plus accommodantes que moi. Le temps joue en votre faveur. Que ceux qui vous aiment vous suivent. Qui vous fera la lecture, madame? Je trouverai quelqu'un. Madame, j'aurais tant voulu Quoi? que nous n'en finissions pas ainsi. Il est trop tard. Pourquoi m'avoir si peu aimée? Ce n'était pas dans ma nature. Je suppose que d'Alembert était chez vous ce soir. Oui, madame. Eh bien, vous lui direz qu'il peut faire l'économie d'une explication à mon égard. Je n'ai plus envie de l'entendre.
Il vous aime beaucoup, madame. Ah oui, je sais. Tout le monde m'aime ce soir. Mais à voir l'usage qu'on fait du mot amour, je n'ai aucun regret de l'avoir de tout temps exclu de mon vocabulaire. Je vous plains. Tenez-vous-en à l'insolence. Elle vous convient mieux que la pitié. Oui. Oui, je m'en vais. Et c'est avec bonheur car ma vie commence. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous, madame, et en retour, vous m'avez étouffée. Je me suis appliquée à vous aimer. J'aurais pu sans doute y parvenir, mais vous m'avez vous-même délivré de ce devoir. Mon amour méritait mieux que vous, madame, qu'il m'inspirait. Même plus de la reconnaissance. Oh, jolie nature. N'oubliez pas que nous sommes du même sang. Oui, par la faute de mon frère. Oui, je sais, je suis une bâtarde. Et c'est à cela que j'ai dû votre protection. Mais nous ne sommes plus rien l'une pour l'autre. Nos liens sont tombés et je respire. Mon avenir se lève. Le vôtre, c'est la nuit, madame. Eh bien, je préfère la vivre seule plutôt qu'avec une hypocrite, une fille de rien. À rien. Oui, c'est à rien que vos humiliations m'avaient réduite. Il ne pousse rien à votre ombre. Eh bien, allez pousser plus loin. On m'y attend. Et vous entendrez parler de moi. Mais ce ne sera pas par vos amis, viennent avec moi. Ce ne sont plus les miens puisqu'ils sont devenus les vôtres. Oh, et vous n'avez que peu de temps pour vous en faire de nouveau. C'est maintenant que vous êtes vous-même. Un serpent, oui. Maintenant, je vous connais. Et moi, je ne vous connais plus. Adieu, madame.